Bonsoir, chers élèves. La séquence que vous allez découvrir aujourd'hui se trouve dans un chapitre de l'immunité. Vous avez vu que le système immunitaire participe au maintien de l'intégrité de l'organisme et de l'individualité biologique de l'être humain. Il intervient par deux types de défenses. Des défenses non spécifiques et innées, qui sont, premièrement, les barrières naturelles, telles que la peau, les muqueuses, des moyens mécaniques, par exemple les poils des muqueuses nasales, chimiques, la sueur, les larmes, et écologiques, telles que les bactéries qui se trouvent dans l'intestin. Deuxièmement, les phagocytes, tels que les polynucléaires et les macrophages. Troisièmement, le complément, qui est un ensemble enzymatique qui lise les antigènes cellulaires neutralisés par les anticorps. Le deuxième type de défense spécifique est acquise. Il s'agit des réponses immunitaires à médiation humorale, les anticorps circulants qui neutralisent l'antigène formant des complexes immuns, des réponses immunitaires à médiation cellulaire, faisant intervenir des lymphocytes T cytotoxiques comme effecteurs qui éliminent les cellules infectées. Cependant, les défenses spécifiques et acquises ne peuvent avoir lieu que s'il y a induction par des macrophages. Bien, la réponse immunitaire peut présenter un dysfonctionnement. Ce dysfonctionnement peut être excessif aux antigènes étrangers, tels que les allergies. Comme allergie, vous avez par exemple les urticaires. Deuxième, les déficits immunitaires, comme exemple le sida. En premier lieu, donc, on va découvrir le dysfonctionnement de la réponse immunitaire dans le cas des allergies. Évidemment, les allergies, on va partir d'une expérience historique. La première description du mécanisme de la réaction allergique est due à Prostnitz et Köstner, qui en 1921 ont mis en évidence le facteur responsable de la réaction inflammatoire. Köstner était allergique aux poissons, à la différence de Prostnitz. Celui-ci s'injecte du sérum de Köstner. Il ne se passe rien. 48 heures après, il mange du poisson. Une réaction allergique apparaît. Et là, on peut se demander quelle déduction va-t-on tirer de ce fait. Donc, un facteur sérique appelé autrefois, et à cette époque, réagine, était responsable de l'apparition de la réaction inflammatoire. Il a fallu 45 ans pour que Ishizaka montrait que cette réagine appartenait à une nouvelle classe d'immunoglobulines. Il s'agit des immunoglobulines IgE. Donc, un problème scientifique se pose. Des poussières, des grains de pollen, des moisissures, la pénicilline, des poils d'animaux, la fraise, etc., sont capables de déclencher des réactions allergiques. Ils sont qualifiés d'allergènes. Associés aux immunoglobulines E, déclenchent des réactions inflammatoires ou allergiques. Comment les immunoglobulines E causent une réaction inflammatoire ou une allergie? Pour résoudre ce problème, on va s'intéresser à élucider le mécanisme de la réaction allergique. Pour cela, on propose les documents qui suivent. Le document 1. La réaction allergique est due à l'histamine, qui est un messager chimique libéré par des cellules immobiles particulières, les mastocytes, présentes dans le tissu conjonctif des muqueuses du derme, de la paroi des artères. Vous avez à droite un cliché d'un mastocyte. Vous pouvez observer les granulations
ce sont des granules à histamine, c'est un mastocyte au repos. Vous avez le noyau, donc, et vous pouvez remarquer à l'intérieur du noyau l'existence du nucléole. Cependant, les membranes cytoplasmiques des mastocytes possèdent des récepteurs de forte affinité pour la portion Fc des immunoglobulines E. Rappelons que les immunoglobulines sont constituées par deux chaînes, des chaînes lourdes, reliées par deux ponts disulfure et deux chaînes légères. Nous avons deux fragments, le fragment Fab et le fragment constant. La figure qui suit montre un mastocyte au repos, vu au microscope électronique. Et là, nous avons un schéma d'un mastocyte. Sur sa membrane se trouve un récepteur pour le fragment Fc de l'anticorps. Là, on vous demande de proposer une hypothèse sur le mode de sensibilisation des mastocytes qui conduit à la libération de l'histamine, agent de la réaction allergique. Réponse. L'hypothèse possible, la fixation des immunoglobulines E sur les mastocytes déclencherait la libération de l'histamine. Pour vérifier l'hypothèse, on propose le document 2 de la diapositive suivante qui montre les phases de la réaction allergique suite à l'introduction dans l'organisme d'un allergène. Vous avez le document 2, les phases d'une réaction allergique. Analysez le document afin de déduire, d'une part, le mode de sensibilisation des mastocytes, d'autre part, l'événement indispensable à l'apparition de la réaction allergique. On rappelle qu'analyser nécessite de soulever le constat et de tirer la conclusion ou les conclusions voulues. Alors, on peut remarquer que lors d'un premier contact avec l'allergène, notre organisme réagit. Il y a activation du système immunitaire. Il y a différenciation des lymphocytes B spécifiques de l'allergène, qui se transforment en plasmocytes sécréteurs d'anticorps circulants. Il s'agit des immunoglobulines E. Les immunoglobulines E spécifiques à l'allergène vont neutraliser l'antigène. Nous avons formation de complexes IM. D'autres anticorps libres vont diffuser dans les tissus, circuler et entrer en contact avec les mastocytes. Ces anticorps se lient aux mastocytes. Premier constat. Deuxième constat, lors d'un second contact avec l'allergène. Ce dernier va se fixer aux anticorps, au niveau des sites spécifiques de l'anticorps qui sont fixés sur les mastocytes. Cette fixation de l'allergène sur ces anticorps déclenche une dégranulation, libération de l'histamine qui provoque la réaction allergique. Donc, première analyse. Lors du premier contact avec l'allergène, il y a activation du système immunitaire, aboutissant à la formation d'immunoglobulines E spécifiques à l'allergène. Certains immunoglobulines E neutralisent l'allergène, d'autres diffusent dans les tissus environnants et se fixent sur les mastocytes. Lors d'un second contact avec l'allergène, celui-ci se fixe sur les immunoglobulines E
portés par les mastocytes, ce qui entraîne une dégranulation, libération de l'histamine à l'origine de la réaction allergique. Déduction. Donc, le mode de sensibilisation des mastocytes consiste à la fixation des immunoglobulines E spécifiques à l'allergène sur les mastocytes par leur site effecteur FC. Les immunoglobulines E sont produits lors du premier contact avec l'allergène. Deuxième point, l'événement indispensable à l'apparition de la réaction allergique est un second contact avec l'allergène qui se fixe sur les immunoglobulines E portées par les mastocytes, ce qui déclenche une dégranulation, une libération brutale par exocytose de l'histamine, agent responsable de la réaction allergique. Conclusion. Définition. Allergène, substance par exemple particules animales, pollen, mite de la poussière, etc., qui peut produire une réaction allergique chez les personnes sensibilisées. Allergie est une réaction anormale, inadaptée, exagérée et excessive du système immunitaire de l'organisme consécutive à un contact avec une substance étrangère à l'organisme, l'allergène. Le mécanisme de l'allergie. Lors du premier contact avec l'allergène, il y a sensibilisation des mastocytes. Il y a donc activation d'une réponse immunitaire à médiation humorale. Donc, un macrophage présentateur de l'antigène ou bien un lymphocyte B présentateur de l'allergène aux lymphocytes TH auxiliaires, ces derniers seront activés, libèrent l'interleukine 2 qui va permettre l'amplification des lymphocytes. Il s'agit de la multiplication des lymphocytes B qui vont se différencier par la suite en plasmocytes. Il faut noter qu'une partie des lymphocytes B va former donc la mémoire. Ainsi, lors du premier contact avec l'allergène, il y a formation d'immunoglobulines E spécifiques à l'allergène. Il y a fixation des immunoglobulines E par leur fragment FC sur les récepteurs situés sur la membrane des mastocytes. Il s'agit d'une sensibilisation des mastocytes. Et là, vous pouvez observer sur le schéma les IgE spécifiques à l'allergène qui se sont fixés sur les mastocytes. C'est la sensibilisation. Lors d'un second contact avec l'allergène, il y a une dégranulation par exocytose. Il s'agit de la libération de l'histamine. Ainsi, le deuxième contact avec l'allergène va permettre la fixation de l'allergène sur les anticorps se trouvant à la surface des mastocytes, une dégranulation par exocytose, donc une libération de l'histamine qui induit la réaction allergique. L'histamine libérée déclenche la réaction allergique qui va entraîner une vasodilatation, une sécrétion du mucus, une contraction des muscles lisses, etc. Il y aura ainsi apparition de signes cliniques de l'allergie ou symptômes, par exemple des démangeaisons, des éternuements, écoulement nasal, des urticaires, etc. Là, on va essayer donc de voir on vous propose un petit QCM, donc, et de relever pour chaque item là où les affirmations correctes. Premièrement, l'allergie, petit a, est une réaction en deux temps. B, fait suite à une activation de cellules cibles porteuses de récepteurs membranaires pour les immunoglobulines E. C,
Parmi les acteurs cellulaires, les mastocytes, les lymphocytes B et les lymphocytes T8, D est une réaction d'hyposensibilité. Deuxième item, le mastocyte est une cellule circulante dans le sang. Contient dans son cytoplasme des granules. Doit être sensibilisé pour libérer le contenu des granules par exocytose. Est un phagocyte. Troisième item, l'histamine, petit a, est un messager hormonal, petit b, agit à courte distance, petit c, est un messager chimique qui cause l'allergie, petit d, active la réponse immunitaire. Quatrième item, l'allergène, petit a, est une substance qui provoque une réaction immunitaire. Petit b, provoque une allergie chez une personne qui n'a pas été préalablement sensibilisée. Petit c est un antigène. Petit d, parasite des cellules de l'organisme. Découvrons les réponses. Pour le premier item, petit a est une réaction en deux temps. Rappelons qu'au cours du premier temps, il y a sensibilisation des mastocytes et qu'au cours du deuxième temps, il y a la libération de l'histamine. B fait suite à l'activation de cellules cibles porteuses de récepteurs membranaires pour les immunoglobulines E. Les réponses A et B sont correctes. C. Parmi ces acteurs cellulaires, les mastocytes, les lymphocytes B et les lymphocytes T8, non. Les lymphocytes T8 n'interviennent pas. D. Est une réaction d'hyposensibilité? Non, est une réaction d'hypersensibilité. Deuxième item, pour la proposition A, elle est fausse. Est une cellule circulante dans le sang? Non, le mastocyte est une cellule tissulaire située dans le tissu conjonctif. B, vrai, contient des granules. C, doit être sensibilisé pour libérer le contenu des granules par exocytose, vrai. D, est un phagocyte, non. Troisième item, l'histamine. Petit a est un messager hormonal, faux, l'histamine ne circule pas dans le sang. B, vrai, agit à courte distance. Libérée, elle agit au niveau du tissu environnant. C, vrai, est un messager chimique qui cause l'allergie. D, active la réponse immunitaire. Faux. La réponse immunitaire est activée par des messagers chimiques, par exemple l'interleukine. Quatrième item, l'allergène. Petit a est une substance qui provoque une réaction immunitaire, vrai. Petit b provoque une allergie chez une personne qui n'a pas été préalablement sensibilisée, faux. La personne doit être préalablement sensibilisée. C, vrai, c'est un antigène. Il déclenche le développement et le déroulement d'une réponse immunitaire à médiation humorale. D, parasite des cellules de l'organisme, faux, l'allergène n'est pas une cellule. Le parasite est une cellule. Grand B, le sida. On va partir de quelques constatations ou des données statistiques. Réalisées en 2004, on a remarqué que le nombre de personnes dans le monde qui vivent avec le VIH en décembre 2004 est de 39,4 millions. Deuxième, le nombre de nouveaux cas d'infection à VIH en décembre 2004, 4,9 millions. Troisième, le nombre de décès dus au VIH en 2004, 3,1 millions d'années. Donc, 6 morts par minute. Problème scientifique. Comment contracter le VIH?
Quels sont les moyens de prévention contre le VIH? Comment savoir si une personne a contracté le VIH? Quelles sont les particularités structurales et le mode d'action du VIH? Comment contracter le VIH? Constatation. Le VIH est présent dans les sécrétions génitales, est présent dans le sang, est capable de traverser la barrière placentaire, se trouve dans le lait maternel. À partir de ces données, déduire sur les façons de contracter le VIH. On rappelle qu'on doit soulever le constat et de tirer les conclusions. Réponse. Transmission par voie sexuelle. Le virus est présent dans les sécrétions génitales et peut donc être transmis lors d'un rapport sexuel, qu'il soit homosexuel ou hétérosexuel. Transmission par le sang. Le virus étant présent dans le sang, il peut être transmis lors d'un don de sang d'un individu à l'autre non contrôlé, lors de pratiques toxicomanes, échange de seringues souillées par du sang. Transmission materno-fétale. Le virus est capable de traverser la barrière placentaire et ainsi de contaminer in utero un fœtus. Le cas le plus fréquent semble être toutefois lors de l'accouchement. De plus, le virus se trouve dans le lait maternel, d'où une contamination lors de l'allaitement. Quels sont les moyens de prévention contre le VIH? Utilisation des préservatifs au cours des rapports sexuels. S'abstenir et éviter les rapports sexuels hasardeux et à risque. Ne pas échanger les objets d'hygiène avec autrui. Exemple, les brosses à dents, rasoirs, etc. Lors des transfusions sanguines, utiliser du sang contrôlé. Utilisation des seringues stérilisées à usage unique lors de manipulations effectuées sur du sang. Comment savoir si une personne a contracté le VIH? On a suivi, dans le sang de personnes infectées par le VIH, le taux d'anticorps anti-VIH pendant 84 mois. Le graphe de la diapositive suivante montre les résultats obtenus. L'instant 0 correspond à la contamination. 84 mois après, mort du sujet par le sida. On vous demande d'analyser la variation enregistrée dans l'intervalle du temps allant du 2e mois au 23e mois. Donc, dans cet intervalle. L'apparition des anticorps anti-VIH dans le sang se fait à partir du 2e mois après la contamination, avec un taux croissant qui atteint 5,2 unités arbitraires au 23e mois. Donc, l'introduction du VIH dans l'organisme a développé une réponse immunitaire. Il s'agit d'une réponse immunitaire à médiation humorale RIMH. On vous demande de justifier le terme séropositif, attribué à une personne chez laquelle on a réalisé des dosages sanguins des anticorps anti-VIH. Après un délai de 2 mois de la contamination, on peut déceler la présence des anticorps anti-VIH dans le sang. Les sujets sont alors dits séropositifs. Conclusion. Pour savoir si une personne a contracté le VIH, une analyse du sang est indispensable. En effet, après un certain délai qui varie de 3 semaines à quelques mois, on peut déceler la présence des anticorps anti-VIH dans le sang chez les sujets séropositifs. Cependant, dans l'intervalle de temps allant du 23e mois au 84e mois, après la contamination, le taux plasmatique des anticorps anti-VIH diminue et finit par s'annuler. Le contaminé meurt par le sida.
soulever une problématique à partir de ce constat. Comment expliquer la chute du taux plasmatique des anticorps anti-VIH? Ou bien, quel est le mode d'action du VIH? Quel est le mode d'action du VIH? Pour pouvoir répondre à cette question, on doit d'abord découvrir les particularités structurales du VIH. Donc, quelles sont les particularités structurales du VIH à partir de la figure proposée? Première particularité de l'enveloppe, elle est constituée d'une double couche lipidique et de glycoprotéines. Deuxième particularité du génome, constitué de 2 brins d'ARN, chacun lui est associé une transcriptase réverse. La présence de transcriptase réverse ou inverse, qui a la propriété de rétrotranscrire le matériel génétique viral, ARN en ADN, appelé proviral ou provirus, a fait que le VIH appartient à la famille des rétrovirus. Quel est le mode d'action du VIH? Proposer avec justification une hypothèse qui explique la chute du taux des anticorps anti-VIH chez une personne contaminée. Donc, on vous demande de justifier l'hypothèse proposée pour expliquer la chute du taux des anticorps anti-VIH. La chute du taux plasmatique des anticorps doit être liée à la prolifération du VIH. Pour se multiplier, le VIH doit synthétiser les protéines qui entrent dans sa structure. Transcriptase réverse, protéines des capsides, glycoprotéines membranaires. Donc, le provirus ou l'ADN proviral doit s'exprimer. Il y a transcription et traduction. Or, il n'a pas de ribosome et par conséquent, il doit forcément parasiter une cellule vivante impliquée dans le déroulement de la réponse immunitaire. Il s'agit probablement des lymphocytes T4, pivot de la réponse immunitaire. Ainsi, il n'y aura plus prolifération des lymphocytes B et différenciation de ces derniers en plasmocytes sécréteurs d'anticorps. Pour vérifier cette hypothèse, on a réalisé chez des personnes infectées par le VIH des dosages sanguins de la quantité du VIH, du nombre de LT4, du taux d'anticorps anti-VIH. On vous propose le graphique qui suit, montre les résultats obtenus. Vous avez le nombre des lymphocytes T4, le taux des anticorps et la quantité du VIH. En considérant uniquement le nombre de lymphocytes T4 et la quantité du VIH dans le sang, soulevez un constat en rapport avec l'hypothèse formulée, conclure. On rappelle que l'hypothèse formulée était le VIH détruit probablement les lymphocytes T4. On remarque que chaque fois que le taux du VIH augmente, le nombre de LT4 dans le sang diminue. Le VIH doit utiliser les LT4 pour assurer sa multiplication. L'hypothèse est donc confirmée. Les LT4 sont la cible du VIH. Pourquoi les LT4 sont la cible du VIH? Pour cela, on propose le document qui suit. Vous avez un cliché réel qui montre des virus VIH se fixant à la membrane d'un lymphocyte T4. Ça, c'est la membrane, ça, c'est le lymphocyte T4. Et là, vous avez les particules virales.
Vous avez aussi un schéma de la zone de contact entre lymphocyte T4 et une particule virale agrandie. On vous demande de tirer du document l'argument qui a fait des LT4 la cible du VIH. On remarque que sur les lymphocytes T4, il existe des récepteurs CD4 complémentaires aux protéines virales GP. Ainsi, le virus s'attache à un lymphocyte T4 par reconnaissance entre la protéine virale GP et le récepteur CD4 du lymphocyte. Remarque, les macrophages sont aussi la cible du VIH. Pour étudier le mode de prolifération du VIH, on propose le document de la diapositive suivante qui montre le cycle viral correspondant aux 8 étapes de l'infection d'une cellule cible LT4, depuis l'attachement jusqu'à la libération de nouvelles particules virales. Décrire chaque étape représentée. Première étape, l'attachement. Deuxième étape, la pénétration. Troisième étape, une décapsidation. Quatrième étape, la transcription réverse et intégration. Cinquième étape, la traduction. Sixième étape, l'assemblage. Septième étape, le bourgeonnement. Huitième, la libération. Il faut décrire chaque étape. Donc, ce que vous observez sur le schéma doit être soulevé pour chaque étape. L'attachement. Le virus se fixe sur les lymphocytes T4 par reconnaissance entre la protéine virale GP et la protéine CD4 du lymphocyte. Deuxième étape, pénétration. Les deux membranes du virus et du lymphocyte fusionnent, ce qui permet la pénétration de la nucléocapside, c'est-à-dire les deux capsides plus le matériel génétique, etc., du virus dans le cytoplasme du lymphocyte. Troisième étape, la décapsidation. Les deux capsides se dissocient, libérant l'ARN viral dans le cytoplasme. Quatrième étape, réverse transcription et intégration. Grâce à la réverse transcriptase virale, l'ARN viral est rétrotranscrit en ADN double brin. Cet ADN pénètre dans le noyau, où il s'intègre au génome du lymphocyte. Il est ensuite transcrit en ARN. Cinquième étape, la traduction. Après avoir été transcrits par l'ARN polymérase de la cellule, les ARN messagers viraux sont traduits. Sixième étape, assemblage. Les protéines virales issues de la traduction et l'ARN viral, transcrit par ailleurs, sont associés pour reformer le virus, mais sans la membrane. Les protéines virales membranaires sont intégrées à la membrane du lymphocyte. Septième étape, le bourgeonnement. Le virus bourgeonne, emportant un fragment de la membrane plasmique du lymphocyte, qui contient uniquement les protéines membranaires virales. Huitième étape, libération. Les nouveaux virus sont libérés dans le milieu intérieur. Ils peuvent infecter de nouveaux LT4. Cependant, il faut noter que le virus peut rester à l'état latent, provirus, dans le lymphocyte pendant plusieurs années. Le sujet ne présente aucun symptôme ou aucun signe clinique de la maladie. Il est dit porteur sain ou porteur asymptomatique.
nous allons revoir le mode d'action du virus. Premier contact, nous avons le virus du sida et nous avons les LT4. Le virus du sida a un diamètre de l'ordre de 1 nanomètre. Celui des lymphocytes T4 a un diamètre de l'ordre de 10 nanomètres. Première étape, attachement. L'attachement s'effectue donc grâce à la glycoprotéine membranaire virale qui est spécifique au récepteur CD4 se trouvant sur la membrane du lymphocyte. Deuxième étape. Il va y avoir la fusion et nous avons le passage de la nucléocapside dans le cytoplasme du lymphocyte. Décapsidation. Ainsi, les capsides seront éliminés et par la suite, la transcriptase reverse va s'activer, permettant ainsi la synthèse d'un ADN copie virale. Il y a par la suite synthèse de l'ADN double brin. Donc, nous avons l'ADN viral ou le provirus qui va s'intégrer dans le génome de la cellule hôte. Donc, l'ADN se fixe, s'intègre dans le génome du lymphocyte T4. Cet ADN viral subit par la suite une transcription à l'origine de l'ARN messager viral qui va quitter le noyau pour le cytoplasme. Et c'est au niveau du cytoplasme qu'il va y avoir la cinquième étape, la traduction, la synthèse des protéines ou des précurseurs protéiques du virus, de la membrane du virus, des protéines de la capside et la transcriptase reverse ou inverse. La transcriptase reverse va s'assembler avec l'ARN viral. Les nucléocapsides se forment. Les glycoprotéines migrent sur la membrane du lymphocyte. Il y a bourgeonnement. Et enfin, libération du VIH. Donc, la conséquence de la destruction des LT4 conduit à la mise en place d'une immunodéficience. Il y aura ainsi absence d'interleukine, absence d'expansion clonale, absence de différenciation des lymphocytes B en plasmocytes et en des LT8 et des LT8 en LTC, donc immunodéficience. Il n'y a plus de réponse immunitaire à médiation humorale et cellulaire. Ainsi, le système immunitaire ne réagit plus à l'entrée d'antigènes variés.